la une de l'actualité, en Tunisie, le parti Kalb Tounes du candidat Nabil Karoui a présenté son programme pour les élections législatives prévues le 6 octobre prochain. Devant l'Assemblée nationale, le président Adama Barrow a déclaré que la Gambie est sur la voie de la réconciliation et engrangeait des progrès significatifs dans les secteurs de la santé et du tourisme. Et puis les guides de la réserve nationale du Masai Mara au Kenya ont découvert il y a quelques jours un zébreux au pelage unique, bien différent des rayures habituelles de ses congénères. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Prévues par la Constitution pour se tenir depuis 4 ans, les élections législatives sont toujours en attente au Tchad. Ce jeudi, le président Idriss Déby Itno, sous pression internationale, a promis qu'elle se tiendrait avant la fin 2019. Fini le round d'observation pour les militants de la coordination régionale de Niamey du Modem Lumana Africa fidèle à Hamamadou. Ils ont officiellement effectué leur rentrée politique sous la direction du président de la dite coordination en présence du tout nouveau président par intérim élu lors du congrès du 4 août dernier ainsi que de plusieurs membres du bureau politique et députés nationaux. Ils ont réaffirmé leur détermination à combattre le processus électoral en cours basé sur un code électoral non consensuel et une commission électorale à la solde du pouvoir. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont énormes et nos responsabilités au sein de l'opposition le sont davantage. Le rejet du code électoral, de la CENI. La Constitution imposait leur tenue en 2015, mais les Tchadiens attendent toujours leurs élections législatives. La dernière fois qu'ils ont voté pour élire leurs députés remonte à 2011. Depuis, l'Assemblée nationale, largement dominée par la majorité présidentielle, est restée la même. Pour justifier les reports successifs du scrutin, le chef de l'État Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis près de 30 ans, a évoqué la menace terroriste de Boko Haram et des difficultés financières. 2 ans que les bailleurs de fonds occidentaux et soutiens du Tchad font pression sur le chef de l'État, Washington et Paris en tête. En juillet, Idriss Déby avait assuré que les élections se tiendront, au pire, en décembre. Seulement, à moins de 4 mois de cette échéance, aucune date n'est fixée. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères a affirmé devant le corps diplomatique à N'Djamena que le gouvernement mettait tout en œuvre pour respecter ce délai et a appelé ses partenaires à un appui conséquent et multiforme pour l'organisation des élections. Du côté de l'opposition, on n'y croit pas. Le recensement biométrique n'a pas commencé, les listes électorales n'ont pas encore été publiées. Pour le secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement, objectivement, il est impossible d'organiser des élections en 2019. La société civile s'inquiète aussi, considérant l'état d'urgence décrété fin août dans l'Est, théâtre d'affrontements meurtriers entre cultivateurs et éleveurs, et dans le Nord, repère de groupes rebelles et d'orpailleurs illégaux. Selon les défenseurs des droits humains, organiser des élections dans le contexte actuel où l'état d'urgence impose une restriction des libertés publiques est pratiquement impossible. Le parti Kalb Tounes du candidat emprisonné arrivé au second tour de la présidentielle Nabil Karoui a présenté son programme pour les élections législatives prévues le 6 octobre prochain où l'accent est mis sur la transparence. L'avocat de l'homme d'affaires incarcéré a aussi déclaré avoir déposé une demande de libération auprès de la Cour d'appel pour qu'il puisse participer à la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle. On le suit. Ce sera un libéralisme social et citoyen, c'est-à-dire il ira vers libérer le potentiel économique de la Tunisie pour qu'elle puisse être attractive pour l'investissement, et c'est le moteur qui est le plus en souffrance actuellement, et les fruits de cette croissance iront dans notre budget social grâce à une relecture du budget de l'État selon les normes modernes de l'IPSAS, c'est-à-dire plus de gouvernance, plus de transparence. On n'est pas maître des délais, mais cet appel, il s'est fait donc séance tenante hier, 18 septembre. Aujourd'hui, ce matin, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons diligenté le transport. Donc le transport, je dis bien transport parce que ce n'est pas le même endroit, le transport du dossier pour qu'il puisse arriver à la Cour d'appel.
Des Tunisiens ont réagi au décès à Jeddah en Arabie Saoudite de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali. Il avait été chassé du pouvoir par la rue en 2011 et ce fut le début des printemps arabes. Je ne le vois pas comme président, mais je le vois comme un citoyen tunisien. Et il a le droit d'être enterré ici en Tunisie, peu importe ce qu'il a fait. Il mérite d'être enterré dans son pays. Il ne fera plus de mal. Il est mort. Cette personne était président. Et il fait partie de l'histoire de la Tunisie. Il a dirigé la Tunisie durant 23 ans. Ben Ali fait partie de notre histoire, de celle de la Tunisie, que cela plaise ou non. Ce dont je me souviens, c'est que beaucoup veulent que son corps soit rapatrié et qu'il soit enterré dans son pays. Et je me souviens aussi qu'il s'est sauvé, il est parti. Pour moi, une personne qui veut mourir dans son pays ne s'enfuit pas. Si le rapatriement de son corps ne pose pas de problème dans la société, comme vous le savez, nous sommes dans une période électorale. Il peut être rapatrié. Si cela cause des problèmes, il est préférable qu'il ne le soit pas. Je le disais en titre, le président Adama Barrow a déclaré que la Gambie est sur la voie de la réconciliation et engrangeait des progrès significatifs dans les secteurs de la santé et du tourisme. Ceci 2 ans et demi après le départ en exil de son prédécesseur, Yaya Jammeh. Lors d'un discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale, le président gambien a appelé tous ses compatriotes à se joindre à lui dans le processus en cours d'apaisement, de réconciliation et de reconstruction. Les effets de la démocratie et de la bonne gouvernance et de la situation économique engendrée par mon gouvernement ont pénétré toute la société gambienne et touché chaque communauté, chaque institution, chaque organisation, chaque citoyen et chaque résident du pays. Les réformes, les plans et les réalisations signifient que les choses vont s'éclaircir et s'améliorer. Nous avons redéfini l'économie du développement de Gambie. Nous avons modifié le récit de l'histoire de la Gambie. Nous avons changé la conversation autour de la vie sociale. Nous avons modéré le discours sur la politique gambienne et nous avons redonné vie, espoir et un avenir à tous. Par rapport aux 2 années précédentes, je pense que cette déclaration cette année est bien meilleure que les 2 années précédentes. Là où il a terminé son discours, c'est-à-dire sur la paix et la stabilité, sur la façon dont nous pouvons favoriser la paix et la stabilité dans notre pays, je pense que c'est fondamental. Adama Barrow a été critiqué ces dernières semaines pour avoir conservé à son service en tant que chef du protocole un proche de Yaya Jammeh, Alhaji Cissé. Celui-ci a été récemment accusé de complicité avec l'ex-président dans le détournement de centaines de millions de dollars de fonds publics. Des ONG ont aussi reproché à Adama Barrow d'avoir nommé en août comme ministre de l'Intérieur un ancien chef de la police de Yaya Jammeh, Nyankumba Sonko. Un zèbre à pois est observé pour la première fois dans la réserve nationale de Masai Mara au Kenya. Cet animal à l'allure originale aurait vraisemblablement développé une mutation génétique appelée pseudo-mélanisme. C'est au milieu d'un groupe de zèbres adultes que les guides de la réserve nationale du Masai Mara au Kenya ont découvert il y a quelques jours un zébro au pelage unique, bien différent des rayures habituelles de ses congénères, brun avec des pois blancs. Les motifs et la couleur de son pelage sont dus à une anomalie génétique rarissime qui affecte la pigmentation des poils. Le photographe Frank Liu était à la recherche de rhinocéros lorsque ses yeux se sont posés sur cet excentrique zèbre des plaines, a priori âgé d'1 semaine. Anthony Tira, le guide Maasai qui a aperçu le zèbre en premier, lui a donné son nom, Tira. Les rayures des zèbres sont aussi uniques que nos empreintes digitales
Mais selon le photographe Franck Liu, l'étrange coloration de Tira pourrait bien faire de ce jeune zèbre le premier du genre à être observé dans la réserve de Masai Mara. Des poulains semblables ont déjà été observés au Botswana, à proximité du delta de l'Okavango. Tira et ses autres poulains sont atteints d'une pathologie appelée pseudomélanisme, une mutation génétique rare qui génère chez ces animaux une sorte d'anomalie dans leur rayures, explique Ren Larison, biologiste spécialiste de l'évolution des rayures de zèbres au sein de l'Université de Californie à Los Angeles. L'avenir de Tira reste cependant incertain. Des récentes études conduites par Larison et d'autres scientifiques suggèrent que les zèbres auraient développé des rayures en évoluant afin d'éviter les piqûres de thon qui n'aimaient pas se poser sur des surfaces rayées. Si cette étude dit vrai, à l'inverse de ses congénères normalement rayés, Tira ne réussira pas à échapper aux piqûres de thon. Toutefois, si Tira parvient à franchir ces nombreux obstacles et à atteindre l'âge adulte, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne s'intégrera pas au troupeau. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. Au Burkina Faso, les jeunes sont à l'honneur à travers le Forum national des jeunes qui se tient depuis hier. C'est ce que rapporte dans ses lignes le journal Le Quotidien qui annonce à sa une que les travaux ont été officiellement lancés. D'après l'Express du Faso, ce forum qui s'est ouvert à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso s'est focalisé autour du thème, je cite, « Rôle et responsabilité de la jeunesse dans l'édification d'une nation unie, prospère et émergente dans un contexte de lutte contre l'insécurité », fin de citation. Le journal qui rapporte en manchette les propos de Bala Sakondé, président de l'Assemblée nationale du Faso, nous donne à lire « Forum national des jeunes, le gouvernement doit donner les moyens aux jeunes ». Pendant ce temps, d'autres canards burkinabés se sont intéressés à l'état du système éducatif burkinabé dans le cadre de la rentrée scolaire. D'après les propos du professeur Stanislas Ouaro, ministre burkinabé en charge de l'éducation, rapporté à sa une par Sidouaya, la situation actuelle ne permet pas à certaines classes de rouvrir dès la reprise des activités académiques 2019-2020. Et pour améliorer un tant soit peu cette situation, le quotidien Le Pays nous apprend que pour cette rentrée scolaire 2019-2020, près de 12 000 agents ont été affectés pour nécessité de service. Au Togo, l'opposition politique peine toujours à parler d'une seule et même voix et des appels à l'unité sont lancés de part et d'autre dans le cadre de la présidentielle de 2020. Dans ce registre, le quotidien togolais d'information Liberté fait savoir que pour la prochaine présidentielle, le FDR prône la candidature unique de l'opposition. En attendant la concrétisation d'un tel vœu, au sein de l'ANC, le principal parti d'opposition togolaise, l'unité d'action a déserté le forum. Certains militants de l'ANC qui n'ont pas respecté les lignes du parti lors de la désignation des maires à l'issue des dernières élections locales devraient écoper de sanctions. Des sanctions qui vont de la suspension de réunion jusqu'à l'exclusion totale et qui suscitent une interrogation en manchette de Togo Matin qui écrit « Affaire de sanctions à l'ANC, la discipline républicaine doit-elle primer sur la démocratie ?» Fin de cette revue de presse. Agréable week-end à chacun et à tous. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.